So good morning, everyone. I'm going to be talking about our project called Talent. The goal of the presentation is to give you sort of a global outline of what the project is going to be from a scientific perspective, but also I'm going to try to see how we could potentially add projects onto this one, because you'll see it's very goal-driven. So in terms of basic science, there's not much inside the project, but there are many things and many opportunities that we can foster to sort of make things a little bit more interesting. So the basic outline of the project is to work on cardioembolic stroke. So you probably know that stroke in general is a huge problem in terms of public health. It's one of the main diseases that creates a huge economic burden on our societies, and it's the economic burden of this disease is expected to reach 1 trillion euros or dollars by 2030. So really a huge amount of money and a huge number of victims, 6 million deaths every year, 26 million people who have potential disabilities after a stroke event. Actually, strokes can come from different origins. They basically correspond to brain damage that's due to a vascular cause. Ischemic strokes can be mostly related to either having a big vessel clot inside the brain because of atherosclerosis, but some strokes are due to actually cardioembolic mechanisms, because a thrombus will build up inside the heart and then migrate to one of the brain arteries and clog the arteries. So we know that cardioembolic strokes make up approximately 20 to 30% of all strokes. And we know that since they correspond mostly to big thrombi, so big clots, they end up creating more severe diseases compared to other causes. And they're 40% more costly on average, which represents approximately 40% more severity in terms of disease. We don't have currently a real primary prevention strategy for the general population. The only population for which we have a primary prevention strategy is the people that have atrial fibrillation. In these patients, we use a clinical risk score, which is the CHA2DS2-VASc, that some of you may know, that basically looks at whether the patient has heart failure, whether he has high blood pressure, whether he has diabetes, whether he has a history of stroke, whether he's old, or whether he has vascular disease. And based on these different clinical criterion, we initiate anticoagulation therapy, or we restrain from doing so. We know that this score is very poor. It has a C-statistic of 0.65, which means that it's not very efficient at stratifying the risk of cardioembolic stroke. And intrinsically, this risk score has been built retrospectively, meaning that basically we've looked at people who had stroke that also have atrial fibrillation, and we identified that these risk factors were mostly prevalent in this population, but this doesn't have a sort of etiological specificity, meaning that you can have atrial fibrillation, you can have diabetes and high blood pressure, and also have a clot in your brain just because of atherosclerosis. Okay, and that's a very important thing to understand, because primary prevention of stroke in this population, and it's also mostly been proven after a first stroke event, so secondary prevention, works in an etiological specific way, meaning that if you have a cardioembolic stroke, so clots that are being produced inside your heart, you need to be treated by anticoagulation. But if the cause of your stroke is atherosclerotic disease, then if you give these people anticoagulants, we know that we harm them. So we need to have like a etiology-specific primary prevention. So this is basically the goal of the project, is to focus on the heart, because we know that this heart produces clots.
And as I mentioned, what is true for the CHA2DS2-VASc is also true now. So it's very difficult once you've had a stroke event to precisely determine the origin of the stroke event. All you see is that the brain has a clogged artery. So you can sometimes sort of infer whether this is coming from the heart or whether it's coming from atherosclerotic disease, but it's not always possible. Okay, this is why 20 to 40% of all strokes are what we call cryptogenic or of an undetermined or uncertain etiology. Okay, so there's lots of room for sort of trying to understand the cause of ischemic stroke. And that means that we can't have sort of a brute force machine learning approach to this problem. We could have potentially looked at like all the cardioembolic strokes and try to learn from this data, but we can't because we don't know if the stroke is cardioembolic or not. So we chose to sort of build a stepwise machine learning approach where we first focus on specific intermediate markers that we know are specific to the cardioembolic sort of pathophysiological pathway. For example, I know that atrial fibrillation is something that will give cardioembolic stroke. I know that having an atrial cardiomyopathy or a diseased left atrium or a diseased left ventricle is something that will create clots inside the heart and is therefore something that is quite specific of a cardioembolic origin. And if I first try to predict these factors and then having these different models to predict these individual factors, build a sort of meta model on top of that to predict ischemic stroke events, I will have something that is intrinsically biased towards a cardioembolic etiology. So this is our strategy in this project. And to phenotype the heart, so to get these intermediate risk markers, we focus on two specific data sources, which are ECGs, 12-lead ECGs, resting ECGs, and thoracic CT scans. Our goal is to create two sort of care pathways that will allow us in the end to do primary prevention in the general population. So these two pathways sort of correspond to opportunistic screening. So meaning that patients have had an ECG or a thoracic CT for whatever cause, and then we analyze this data and we try to identify markers that we know will predict cardioembolic risk in the end. So we have this sort of two-step prediction strategy where we get the first exam, we do a first analysis, we identify patients that are at potentially low risk and identify patients that are at intermediate or medium risk, then complement their analysis by additional testing, and then provide a final prediction, whether it's low or high risk. This is for the primary prevention population. We also want to sort of use these tools in secondary prevention. I mentioned that one of the key issues after a stroke event is to sort of try to determine the etiology of the stroke. So we'll use the same tools to phenotype the heart sort of specifically and see if the stroke was likely of cardioembolic origin or not. To do all of this, we have sort of a 5-year program to do this. We need to collect data from a variety of sources. We have a first stage that is retrospective in nature. So we'll be looking at already acquired data from different institutions, from our own institution here in Bordeaux, from the CHU Dijon, who have a big post-stroke cohort from the University of Amsterdam Medical Center that also have a huge post-stroke cohort with very nice cardiac phenotyping, and from Aalborg University. So Aalborg University is a Danish university, and they've actually collected the entire national database of ECGs and cardiac CTs for the whole of Denmark. So we have a very good data set with them that's also very representative of the general population, because in Denmark, everything goes through sort of public doctors. There's no real private clinical practice. So we'll collect all this data, do a retrospective analysis, try to identify factors that are then linked to cardioembolic stroke. And then we also anticipate in this project the creation of data pipelines, because one of the issues that we have now with AI tools is that basically they work in the lab,
but then when you want to try it in real practice, you can't, because you need to get the data to the servers, and to get the data to the servers, the data has to be in digital format, it has to be identified, it has to be in a standardized format, it has to be channeled to the servers, it has to be analyzed, and then you have also to plan how the sort of the feedback is going to go back to the doctor so that they can make a medical decision based on the analysis. So all of this is non-trivial and requires a lot of work, especially if we want these tools to work in the general population. So also for an out of hospital context, or a sort of a liberal medicine context, we need to think about how we can get the ECGs and how we can analyze them. So this is a significant part, this sort of strategy is a significant part of the project, so that it will actually work in real life, okay? So we'll be working with usual partners that you all know, INRIA in Sofia, InHeart, Cardiologues. Maybe you don't know, Cardiologues is a French company that's been recently purchased by Philips, and they work on AI on the ECG. We'll also work with University of Bordeaux, so teams that are here, but also teams that are in Bordeaux Public Health that work with the Entrepôt de Données de Santé. Yeah. So this is just to give you a sort of overview of the data sets that we'll be collecting, so that you can potentially imagine what types of projects you could add on to this. Okay, so we'll be collecting retrospective data sets. First of all, from our hospital, we'll be collecting data that corresponds to ECGs, pairs of ECGs plus something else. So we want to do these this sort of intermediate learning steps where we predict, for example, LA dilatation from the CT based on the ECG, or we want to predict heart failure from echo based on the ECG. So we have all of these intermediate markers, intermediate models that need these sort of pairs of data sets to be trained. So we'll be collecting lots and lots of data sets, because the idea is to have sort of the entire thoracic CT database from the hospital and the entire ECG database from the hospital. Aalborg University, so I mentioned there are Danish partners. Will be granted access to this data for this project, but the data will remain in Denmark. It will not be transferred. So we will have preferential like relationships with Aalborg University, and potentially we could perform other analysis on this data set. I think it's a good external validation data set. If you want to try something, prototype something on our local data sets, and then try it out, you see they have really a huge amount of data. They have over 14 million ECGs, and it's a really rich database, because compared to all of the ECG databases that are sort of out there, this really corresponds to general population. So it's really interesting. Then we'll be creating a prospective cohort. So this will start at, if I'm not mistaken, M36. So it's not now, it will start in 2 to 3 years, but we'll also have prospective data on different cohorts, which will be richly phenotyped. And right now we don't have much planned from a basic science perspective, but building this cohort is, I think, a great opportunity to sort of get additional funding and add whatever analysis you want to be performed on a prospective cohort that's coming from the general population. Okay, we'll also be collecting CT data. So CT data from our hospital, from the CHU Dijon. As I mentioned, they have great post-stroke cardiac data. So meaning cardiac CT, injected cardiac CT, and cardiac gated CT in patients that have just had an ischemic stroke. So it's really interesting data if you want to do something. They're also, they have a huge knowledge in stroke in general. They have a very nice environment. So they're very open to other types of collaborations. Yeah, this is also from we'll also be collecting sort of multimodality data from our own hospital and from the other centers as well. I also wanted to mention sort of the side projects that are accompanying Talent, that are not directly funded by this
this ANR funding, but that are important for so that you get sort of a global picture. So we'll be, as I mentioned, constructing retrospective data sets, and we want for some of these data sets to fully anonymize them, meaning that eventually they could be open data sets, so accessible to the general public. But the idea is to have sort of an embargo for a few years and keep them just internal. But the fact that they'll be fully anonymized means that they can be taken out of the technical environment that we'll be building for the project, and they can be shared internally very easily so that you can do anything on them, basically. If you want to have a project and you want to analyze them, as long as you're not distributing this data outside, then you'll have access to this data, and it will be in a legal framework that is not technically restrictive. So this, I think, is very important. And it will also teach us a lot of things, because so we'll be doing this for this project, for the data that is coming from this project, but it'll also teach us how to do this more generally for potentially other types of data that are interesting for the whole of the institute. We'll be building new collaborations, so people you might be interested in, as I mentioned, the Danish universities, people from Amsterdam, that we already have big ties with Amsterdam, but these are new people that come more from the neurology side. We'll be doing SNDS data fusion, so I don't know if everybody knows what SNDS is. So SNDS is Système National des Données de Santé. It's basically a national database that collects data about health of everyone in France. It contains data about prescription drugs, for example. It contains data about events that for which there was billing involved. So basically they have more sort of a financial data, but it's still very rich data. You can potentially identify patients that have, for example, heart failure because they have heart failure medication. And the interesting aspect of this is that it's very thorough, and there's a very limited missing data. So for follow-up of patients, if patients we'll be having retrospective studies. So we want to see if these patients have had an ECG in our hospital, and this will be our entry point. But then we want to know if they've had a stroke, and we want to know if they've had a stroke point, not if they've had a stroke in our hospital. So getting access to this type of data is very important for the project, but it's also very interesting because it's very rich data. So there are a lot of administrative constraints to getting this data, but this will definitely give us experience as to how to do this, and potentially experience that we can share for other projects. Finally, just before we leave maybe 2 minutes for questions, we're conducting parallel work to build sort of a national standard for ECGs, because this is going to facilitate our work inside the project. But we're pushing very hard for this, and I'm quite confident that this will happen in the coming years. So we'll have sort of a national standard, and all of the ECG formats will be in the same data formats. This will really help if we want to create databases on a national scale. And we're also working on reverse engineering a bunch of file formats that are useful for research purposes. Lots of people here are already involved in creating a sort of a secured project-centric data management environment and data analysis environment that is built inside the project to be redeployed, so potentially reused for other projects. And the construction of data processing pipelines will for sure be useful for other projects as well. And that's pretty much it. Thank you. Thank you very much. You chose not to. Yes. You chose not to consider echocardiography or biological parameters in your data sets. What is the reason? Yeah, so echocardiography, the problem is that it's very operator dependent. We will have images that are not very normalized. So we use echocardiography for training, but we believe that ECGs and thoracic CTs, both in terms of numbers, so in terms of how many are performed every year,
are more interesting and are also sort of more homogeneous in terms of data. So we feel that this is probably a better screening strategy. For the ECG, for example, we could imagine that the ECG would really become a screening tool. And if we're only interested in the automatic analysis part, then we could have just nurses do ECGs every year for patients and just automatically analyze them. And it would allow us to predict stroke potentially. But as I mentioned, we have these intermediate markers such as heart failure. So you can just have an ECG every year and screen also patients for heart failure through this process. And for biology, I didn't answer, but for biology, it's because basically the only marker in stroke right now that's really publicly known that is specific to a cardioembolic etiology is NT-proBNP. And there are reasons to think that we can do probably the same thing using just the ECG. For example, it's been shown that an ECG during an acute dyspnea episode is more predictive of heart failure than the NT-proBNP levels. So you can predict heart failure as defined by an echo and expert analysis better with an ECG and with a better ROC curve with AI plus an ECG than with an NT-proBNP measurement. So this is why we want to focus on this, because it's also more widely available. Thank you very much for the presentation. For a member of the general public like myself, the link between Dassault Systèmes and digital twins isn't that obvious. So I was really curious as to what's their previous foray or experience in that area. So this is not related to Dassault Systèmes. This project has nothing to do with Dassault. Okay. The next project will. Oh, it's the one that Pierre, Pierre will be presenting. So you can ask him that question. Okay, thank you very much. I really like the project. It is really great. And you said in the very beginning that the clots can typically come from either the brain or from the heart. I imagine certain patients have high risk for both. Yeah. And how you handle this within the system, is there any future links to neurosignaling, neuroimaging, things like this to try to understand, because the heart and the brain are very tightly linked. And I wasn't sure whether there's a plan to link the AI to that in the future. Yeah, for sure. So we've not really expanded much on this. We do have it is planned to do this precise brain phenotyping when we have stroke events. So meaning when there are stroke events in like the prospective study, or we also have like a prospective study that will focus on post-stroke patients. And in these populations, we want to have as precise a phenotype on the brain side as well. But I agree that most of the patients, so you saw the CHA2DS2-VASc, it's also like basically all of the standard cardiovascular risk factors. So we know that these populations are at risk probably of both, and it's hard to sort of detangle the two. And I agree that there's also feedback, which is probably what you were saying, from the brain to the heart. This is something we're not looking at, but definitely there's room for doing this, I think, from what's planned. A second question, just kind of a technical thing. Is there, the actual location of the clot within the brain, is there any research that looks to see where the origins of that come from, whether it was heart, maybe in the more periphery regions, and if it comes from the center area, maybe it's more from brain? Has anyone done this yet? So there's sort of, so just to be maybe a bit more precise, sometimes when it's due to atherosclerotic disease, it still is an embolism. So meaning that you can have like atherosclerosis in your carotid artery, and it will not clot there. It will create a small clot that will detach and then create an embolism in a more distal artery. Okay, so this is first thing maybe to be said. So that like atherosclerotic disease actually doesn't create a clot that's necessarily at the site of the plaque rupture. That's one thing that needs to be mentioned. There's like research that is more of sort of general concepts. So if you get like multiple embolisms in different vascular territories that are coming from different arteries at the root, right plus left carotid artery, then you expect it to come from a central origin. So probably the heart, or maybe like the aorta could have plaque
also. So it could be coming from the aorta itself. So there are sort of these general considerations, but then if you really want to do what you propose, so meaning sort of try to identify the cause and link the vascular pattern in the brain to the cause, then you need to know the cause at some point. And that's the issue, is that we're never really certain of the underlying cause. Il y a quand même ces patients pour lesquels on a English mandatory. I don't know. Il y a quand même ces patients pour lesquels on a un caillot dans l'auricule gauche et qui ont fait un accident cérébral. Ouais. Et en fait, la question de Jason, je trouve qu'elle est très pertinente et peut-être que c'est très difficile de constituer une telle cohorte parce que c'est pas si fréquent que ça. Mais ce serait quand même super intéressant d'appliquer de l'intelligence artificielle à l'imagerie cérébrale chez les patients qui ont cette certitude ou cette probabilité extrêmement élevée d'origine cardiaque parce qu'on trouve encore un caillot dans l'auricule gauche. Ouais. So I think that I agree that some situations are very likely of one given origin, and that's quite clear. I mean, if it's the opposite is also true. If you find a patient that has like a thrombosed carotid artery and he has a stroke, then it's a vascular origin. If you have a patient that has atrial fibrillation, a clot inside his left atrium, and maybe heart failure, then it's and multiple embolism, then it's very likely of cardioembolic origin. But there's never, I mean, having a clot inside the left atrial appendage doesn't protect you from like having atherosclerotic disease. So there's never a 100% certainty in any situation. And I think that's sort of the goal in terms of the post-stroke cohort that we'll be looking at retrospectively. We'll have patients for which we are quite certain of the etiology, and then we'll try to phenotype them and make sure that compared to other people for which we are quite certain of the etiology and certain that it's not of cardioembolic origin, we can sort of create a cardiac phenotype for both of these populations, see how they differ and on what characteristics do they differ, and then look at this middle population for which we're not sure of anything and see if we can sort them better into sort of cardiac group or non-cardiac group. And that's the strategy. Hi, thanks for the presentation. Very impressive project. I have a very simple question. So I saw you have a Danish database in the project, and the Danish databases in general are very well known for using family history of the patients. I've seen several papers that show very nicely this, and the Danish system is very well known for kind of linking several databases together. So I was wondering, are you also thinking about including patient history or like family history of stroke? We are not. First of all, I didn't know this, but it's interesting to know this. The way that we're using the Danish database is a little bit constrained because this is a nationally funded project. We weren't allowed to have real international partners, meaning that we will not be developing the algorithms on the Danish data. The Danish data will only be used for external validation. This is for several reasons, for the reason I mentioned in terms of funding. And the other reason is that the Danish clinical data, which we will be looking at, is part of the Health Statistics Denmark, which is the equivalent of the SNDS, but like for Denmark. And the way it's built is that you can inject markers to their platform, and you can then perform maybe like aggregated analysis, but no heavy like model training on their platform. You can do statistics on your data, see if you have good predictors or not. And then you can come back. So this is the other reason why we'll be pushing stuff that we feel is okay, and then making sure it's okay. So external validation on the Danish data. It's a little bit different for the ECG data, the raw ECG data, because this is stored in Aalborg. So we have a way of doing, like, if we wanted, we could do training on this data, but without a link to the clinical data. Okay. So for these two reasons, I think it would be great, but we won't have any training data
to do that on other sets of data, like French data sets, before we validate on the Danish data sets in terms of family history. But it's a good idea, I agree. C'est un projet tout à fait original parce que pour la première fois, il y a plusieurs IHU, 7, qui seront réunis dans un même projet qui est porté par un industriel donc qui est Dassault Systèmes. C'est pas Dassault Armement, hein, ce sont des gens qui sont spécialisés sur la construction de logiciels et qui en fait travaillent déjà dans la santé. Ils ont par exemple la plus grosse plateforme de collecte et de traitement des essais cliniques dans le monde en fait. Et ils ont cette volonté chez Dassault Systèmes de devenir un acteur majeur de la santé numérique avec pour ambition de faire plus de la moitié de leur chiffre d'affaires dans la santé en 2030. Donc il y a un vrai engagement de l'industriel. Et ce projet est donc très important pour eux. Alors ça a été assez compliqué à monter avec beaucoup de changement de la part du gouvernement français finalement, parce qu'au départ ça devait être un PIEC, donc sur des financements européens, et puis finalement après plusieurs hypothèses et d'ailleurs plusieurs présentations et plusieurs réponses à des jeux de questions, etc., on a fini par arriver à un financement BPI qui est tout à fait conséquent. Je crois que c'est de l'ordre de 132 millions que l'État investit à travers BPI dans ce projet. Et donc, vous voyez qu'il y a différentes thématiques. Mon Dieu. Ici. ICANN et le CHU de Nantes sur le cardiométabolisme, Gustave Roussy sur le cancer, la vision, etc. Et nous, au Lyric, sur la mort subite d'origine cardiaque, ce qui n'étonnera personne puisque c'est un des axes majeurs de développement ici. La mort subite cardiaque, c'est un fléau qui tue beaucoup. C'est 12% de la mortalité cardiovasculaire. La mortalité cardiovasculaire, c'est la plus importante dans les pays développés. Et donc, s'attaquer à ça fait pleinement sens pour nous. Et le faire avec Dassault Systèmes, c'est, je pense, l'opportunité de leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas en interne. Et pour nous, la possibilité de s'adosser à une entreprise de taille mondiale qui, pour une fois, est française, c'est intéressant aussi, je pense. Alors, comment est-ce qu'on fait dans le cadre de ce projet pour prédire la mort subite d'origine cardiaque? D'abord, c'est limité à la problématique du post-infarctus. Les autres types de cardiopathie ont été laissés de côté. Ils étaient dans le projet initial et des restrictions budgétaires font que on a dû les en sortir. Et puis, il faut avouer aussi que la mort subite dans le cadre du post-infarctus, c'est quand même le cas de figure le plus fréquent. Donc, le problème de santé publique le plus répandu. C'est probablement aussi là qu'on a les plus grandes chances d'avoir des performances intéressantes en appliquant l'intelligence artificielle à la fois à l'imagerie et à l'ECG ou à l'ECG haute définition. Et donc, INART fait partie du consortium. Peut-être d'autres startups d'ailleurs viendront se joindre au consortium. Et avec l'imagerie, on peut assez facilement et de manière très reproductible et non opérateur dépendante, en tout cas quand il s'agit du scanner, c'est un peu plus discutable sur l'IRM parce que vous savez que à l'IRM, les seuils de rehaussement tardif que l'on utilise pour définir une cicatrice dense ou la zone grise sont variables. Ils varient, il y a plusieurs manières de le faire.
statistiquement, et typiquement, le radiologue va intervenir et choisir son seuil en fonction des images qu'il a à traiter. C'est pas le cas du scanner, mais on va utiliser les deux modalités, puisque tous les scanners du monde sont calibrés sur la densité de l'eau, et que c'est à partir de cela que l'on définit les pixels anormaux. Donc, c'est beaucoup plus reproductible, bien sûr. Et ces images, on a donc la possibilité de développer des outils pour les traiter de manière automatique, ce qui est encore un challenge. C'est pas complètement automatique à l'heure actuelle, mais on peut faire beaucoup de choses automatiquement, ce qui a l'avantage de gagner bien sûr beaucoup de temps, parce que les opérateurs vont moins vite que les machines, les experts vont moins vite que les machines. On a aussi la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus reproductible. Parce que de la segmentation faite manuellement, elle n'est pas toujours faite exactement de la même manière, alors que quand c'est la machine qui l'a fait, on peut penser que c'est beaucoup plus reproductible. Donc voilà, de la segmentation automatique d'IRM, de scanner de rehaussement tardif, et le scanner photonique sera mis à profit pour cela et paraît beaucoup plus précis d'ores et déjà sur les animaux que l'on a pu imager que le scanner classique. Et donc, on arrive pardon, à un jumeau numérique du cœur qui est l'anatomie du patient et l'anatomie de sa cicatrice qu'on peut traiter de différentes manières. On a parlé du rehaussement tardif. L'épaisseur tissulaire, c'est aussi quelque chose d'intéressant et on s'en sert beaucoup pour caractériser l'hétérogénéité des infarctus. Et vous voyez, en plus foncé, on a les zones les plus fines, donc dans lesquelles il y a quasi exclusivement de la fibrose et très peu de fibres cardiaques survivantes. En revanche, avec l'échelle de couleur, quand on se dirige du plus foncé au plus clair, on est dans des zones d'épaisseur relativement préservée, et c'est dans les zones de 2 à 4 mm en général qu'on trouve les channels par lesquels se propage la tachycardie ventriculaire. Et donc ça, on l'a assez bien caractérisé. Ce qu'on sait moins bien caractériser, c'est ce qui fait le lit des fibrillations ventriculaires. Mais il y a probablement quelque chose à faire aussi avec ces analyses qui sont basées sur l'épaisseur tissulaire. Et puis, il y a la possibilité d'utiliser, avec un modèle relativement simple, l'épaisseur tissulaire que l'on traduit en vitesse de conduction. Et ça permet de créer un modèle sur lequel on va pouvoir faire de la simulation. D'autant plus facilement qu'on a aussi intégré dans le modèle des courbes de restitution et donc des données sur les périodes réfractaires qui sont prises en compte dans le modèle. Et alors, ça donne la possibilité de faire ça, c'est-à-dire, ça c'est in silico. On fait une stimulation à partir d'un point qu'on a choisi en fait au hasard. Et certains de ces points dans le modèle informatique vont pouvoir, avec un protocole de stimulation ventriculaire programmé, déclencher une tachycardie ventriculaire qu'on voit ici qui tourne par septisme. Donc encore une fois, la couleur plus claire ici, c'est une zone un peu préservée et c'est là qu'on a je vais le refaire tourner, mais voilà, l'isthme est mieux vu ici, et c'est là que passe le circuit de la tachycardie ventriculaire, qu'on a déclenché donc ici sur l'ordinateur, et ici, c'est ce qu'on a observé chez le patient, et vous voyez que c'est un bon match, on a le même circuit de tachycardie ventriculaire dans les deux cas de figure. Et donc ça, c'est intéressant. On pense qu'on peut s'en servir pour faire de la prédiction du risque d'arythmie ventriculaire grave. Les tachycardies ventriculaires en font partie. Et donc que ça peut aussi être une manière de prédire le risque de mort subite. Il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant, vous voyez ici, c'est la puissance de la machine, en fait, puisque on peut faire, et c'est ce qu'on fait actuellement
chez nos patients une simulation in silico avec 100 points dans le ventricule gauche qui sont répartis de manière homogène. Et à partir de quoi on peut observer différentes tachycardies ventriculaires. Donc en voilà une. Il y en a d'autres qui sont possibles. En voilà une autre. C'est le même isthme qui est pris dans deux directions différentes, de haut en bas ou de bas en haut ici. Et puis, toujours chez le même patient, ici, on a encore quelque chose de différent, c'est-à-dire qu'on a un isthme qui est plus apical ici et encore un exemple ici. Donc voilà, c'est... On peut clore ceci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ah Guido. Alors, on pense qu'on peut aussi se servir de ça, au-delà de l'imagerie brute et de la caractérisation par l'intelligence artificielle de la cicatrice, de son hétérogénéité, de son étendue, etc., pour affiner la prédiction du risque. On peut probablement également utiliser l'intelligence artificielle appliquée à l'électrocardiogramme. Vous savez que récemment, beaucoup d'équipes dans le monde ont fait des prouesses. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire de pouvoir prédire la survenue d'une fibrillation atriale à partir d'un électrocardiogramme en rythme normal. On doit pouvoir aussi prédire le risque de mort subite à partir de cet électrocardiogramme. Peut-être pas très bien, et c'est la raison pour laquelle vous allez voir plus tard qu'il y a aussi un super ECG ou un ECG haute définition dans le cadre du projet. Au niveau de l'imagerie, donc on a parlé des cicatrices, qu'elles soient étudiées sous l'angle du rehaussement tardif, de l'épaisseur tissulaire au scanner, mais il y a probablement d'autres contributeurs à l'analyse du risque, tels que l'infiltrat graisseux ou les calcifications. Et on sait déjà, alors sur un modèle qu'on a utilisé sur une centaine de cas ici, prédire assez bien en fait la survenue de tachycardie ventriculaire sur la base ici de l'épaisseur tissulaire au scanner. Alors, ce super ECG, vous savez que l'équipe de Rémi, Michel Aissaguer travaille beaucoup dessus, et notamment pour améliorer par rapport à l'existant qui est disponible commercialement. Et ça consiste donc à poser beaucoup d'électrodes sur le thorax, et le nombre nécessaire d'électrodes ou le meilleur rapport coût-efficacité n'est pas encore clairement connu, mais c'est beaucoup plus qu'un ECG de 12 dérivations, bien sûr. C'est probablement quelque part entre 100 et 200 électrodes qui permettent donc de reconstruire ce qu'est le signal électrique dans le cœur à partir de ce que l'on enregistre à la surface et d'en faire une cartographie, possiblement de détecter des signaux électriques anormaux et de la fragmentation du signal électrique ou des signaux particulièrement faible amplitude et tardifs, et d'en faire donc la cartographie sur l'électrocardiogramme. C'est quelque chose qui, on le sait, est à l'origine, ou en tout cas associé à un risque de fibrillation ventriculaire. Mélèze Ossini a aussi beaucoup travaillé sur cette problématique, et a traité beaucoup de patients avec ce type d'anomalie de l'électrogramme qui sont en général assez localisés. Et donc là, on est sur une problématique qui est hors de l'infarctus du myocarde, mais il est certain que ce type d'information chez les patients dans le contexte du post-infarctus doit pouvoir contribuer à améliorer la prédiction. Et alors, ce qui va être intéressant et qui est commun finalement aux deux projets, c'est de savoir, et on espère que c'est le cas, si le fait de combiner plusieurs
analyses, finalement, vient enrichir et améliorer la prédiction versus l'imagerie seule ou ou les données électriques seules. Et ça, c'est pas complètement évident. Je pense qu'il est très raisonnable de le penser, mais on espère le voir se concrétiser dans ces deux projets. Et donc, on a là aussi des cohortes de patients à construire qui sont larges ou plutôt importantes et c'est un vrai défi d'arriver à construire une cohorte prospective de 1000 patients dans le cadre du post-infarctus sur 5 ans. Et pourtant, il faut y arriver. Alors, Jocelyn a beaucoup travaillé sur ce projet aussi et a accepté de prendre en charge la constitution de ces cohortes. Il y a d'ailleurs des points communs de ce point de vue-là entre les deux projets. Il n'est pas impossible que des scanners cardiaques qu'on pourrait utiliser dans Talent puissent nous servir aussi pour construire les outils dont on a besoin dans Meditwin. Toujours est-il donc que cette cohorte prospective de 1000 patients post-infarctus, elle sera caractérisée au moment où les patients rejoignent la cohorte avec tous les tests habituels pour ces patients de l'imagerie cardiaque, des holters, de CG de repos, etc. Probablement de la stimulation ventriculaire programmée également pour compenser le risque naturellement relativement modeste finalement de mort subite, et heureusement. Et d'autres choses plus exotiques comme les apnées du sommeil ou les profils du système nerveux autonome qu'on étudie à travers leur expression cutanée. Ce qui est intéressant également, c'est que donc ces patients seront réévalués à 2 ans pour voir la progression de leurs conditions cardiaques. Et donc, cette première cohorte de 1000 patients doit nous permettre de développer de manière agile et de valider ou de commencer à valider l'outil d'évaluation des risques et puis de l'améliorer progressivement avec la croissance de la cohorte. Et puis après, il y a 2 cohortes plus spécifiquement dédiées à la validation et surtout à la quantification du bénéfice de cet effort, avec donc une première cohorte qui est celle des patients qui ont un fort risque conventionnel. Et je veux dire que ce sont des patients qui sont identifiés avec les critères actuels comme étant à risque. Et les critères actuels, ils seront excessivement simples. Est-ce que le patient a fait un infarctus ou pas, et est-ce que sa fraction d'éjection est inférieure à 35% ou pas. Donc cette première cohorte, ce sont des patients à risque fort avec cette évaluation un peu simple. On a donc la constitution d'une cohorte de cette nature, mais pour laquelle le jumeau numérique prédit un risque faible. Et là, on a prévu d'inclure 200 patients. Donc, il y a une discordance entre les deux manières d'évaluer. C'est comme ça qu'on constitue la cohorte. Et ça doit nous permettre de quantifier les potentielles économies d'une stratégie qui serait guidée par le jumeau numérique, puisque si ça fonctionne bien et que le jumeau numérique a raison, ces patients-là n'auront pas d'événements sur leur défibrillateur, ils se serviront pas de la machine, et donc on pourra éviter des implantations inutiles qui, au-delà du coût, vous savez qu'un défibrillateur, c'est à peu près 20 000 euros l'unité, donc ça coûte très cher. C'est dommage de les implanter quand les gens ne s'en servent pas. Et puis, au-delà du coût financier indu, il y a aussi le fait qu'une implantation, c'est pas anodin et que ça s'accompagne d'un certain nombre de risques et de complications. On peut aussi mourir d'un défibrillateur qui fonctionne mal. Ça peut faire l'effet inverse. Alors, c'est pas fréquent, mais des infections, etc. Enfin bon, si on peut s'en passer, c'est une bonne chose. Et puis, la deuxième cohorte, elle est constituée
de patients qui ont un faible risque conventionnel, donc ils n'ont pas de défibrillateur parce que certes, ils ont eu un infarctus, mais leur fraction d'éjection est supérieure à 35%. Et là, donc, on a deux sous-groupes. Un sous-groupe avec un risque élevé selon le jumeau numérique que l'on aura construit, 75 patients, c'est le groupe B. Et puis, un risque faible, 75 patients à nouveau, c'est le groupe C. Ils seront suivis avec des holters implantables. Alors, holter, c'est pas vraiment le bon terme parce qu'en fait, ça enregistre des événements. Ça enregistre pas en continu l'activité électrique du cœur. Donc, c'est plutôt enregistreur d'événements que j'aurais dû mettre dans la diapositive. Mais toujours est-il qu'on les implantera avec ce système puisqu'ils n'ont pas de défibrillateur et qu'on ne peut pas se servir des mémoires des défibrillateurs pour analyser le fait qu'ils aient ou pas des arythmies ventriculaires, qui est notre critère de jugement. Et donc, on pourra, grâce à ces deux cohortes, quantifier ces événements rythmiques graves et potentiellement mortels qui seraient évitables avec une stratégie qui serait guidée par le jumeau numérique, puisque dans le groupe B, on a un risque élevé d'après le jumeau numérique. Et donc, si effectivement il se passe quelque chose sur le holter implantable, ça aura deux conséquences. Ça nous dira que le jumeau numérique fonctionne mieux pour prédire le risque que l'approche conventionnelle. Et puis pour le patient, il faudra vite changer le holter implantable pour un défibrillateur. Et à l'inverse, dans le groupe C, qui sont doublement à risque faible par la stratégie conventionnelle et par le jumeau numérique, on aura donc la possibilité de démontrer qu'on a une bonne spécificité et qu'on ne laisse pas passer trop de patients à travers les mailles du filet. Et bien sûr, il y a une étude médico-économique qui est prévue pour quantifier le coût total de la stratégie actuelle versus la stratégie guidée par le jumeau numérique et le rapport coût-efficacité des deux stratégies. Voilà, je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Et je vous remercie de votre attention. Valérie. Merci Pierre pour la présentation. Moi j'aurais une question plus technique ou opérationnelle. Comment ça s'articule du coup l'interaction avec Dassault Systèmes en termes de c'est des cofinancements, c'est des co-tutelles, enfin des co-thèses, je ne sais pas, c'est pour voir comment vous prévoyez de fonctionner. Alors les financements arrivent sur le Lyric, sur Inart, peut-être sur une autre start-up, et sur Dassault Systèmes en fonction des work packages. Après, ce qui est intéressant, c'est que et on a veillé à ça pendant la construction du projet. Le principe, c'est que les données restent ici ou restent chez les startups et que ce que l'on transfère à Dassault, ce sont des briques logicielles et charge à Dassault et au créateur de la brique logicielle de travailler à la bonne intégration sur la plateforme du jumeau virtuel Dassault, qui est le réceptacle final de tout cet effort des différents partenaires de notre partie du projet, mais de tous les autres à travers tous les 7 IHU. Mais c'est construit comme ça pour ce qui nous concerne, pas forcément comme ça avec les autres IHU, mais ça évite la problématique du transfert de données de patients vers Dassault. Et donc, c'est plus simple, je pense, comme ça. Donc, on fait tout. Chaque contributeur de Work Package là, développe à partir des données patients et transfère du logiciel ensuite à Dassault. Avec des discussions comme à chaque fois sur la propriété intellectuelle et la valorisation, bien sûr. C'était peut-être pas ça ta question. Si, c'est ça. Et justement, juste pour rebondir, actuellement, Dassault, du coup, ils s'offrent du service pour de la recherche clinique. Mais là, ça suppose qu'ils vont qu'ils vont avoir accès, par exemple, aux outils qui vont être issus de Meditwin. Et donc après, ils auront tout intérêt à avoir accédé au PACS pour offrir la prédiction aux cliniciens. Mais actuellement, ils n'ont pas cet accès.
sur la plupart des hôpitaux. Faut que je me trompe, je ne sais pas. Non, je ne pense pas que tu te trompes. Et ça fait partie des choses qu'ils devront développer pour pouvoir effectivement commercialiser leur outil final. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose à quoi on a sans doute été plus... comment dire ça, c'est quelque chose qui est plus mûr dans Talent que dans Meditwin, cet aspect-là. C'est quelque chose dont Jocelyn a beaucoup discuté pour Talent avec les différents industriels, enfin notamment Incepto, dont c'est le métier de mettre des applications à disposition sur le PAX. Et puis Jocelyn a beaucoup réfléchi aussi à comment articuler le lien entre les différentes sources de données. Il n'y a pas que les PAX et le logiciel. Idéalement, enfin, c'est ce que tu dis, hein, dans mon esprit, là où on change complètement de paradigme, c'est que ces logiciels, ils vont être capables de faire une évaluation. Si on est capable de les déployer dans la structure de soins, ils seront en mesure de faire une évaluation pour des patients pour lesquels on ne se serait même pas posé la question. Et alors, c'est encore plus vrai pour Talent, c'est-à-dire que si quelqu'un a un électrocardiogramme préopératoire avant une prothèse de hanche, personne ne se pose la question des anticoagulants. Et puis, on n'a aucune raison médicalement de se la poser. Sauf que le logiciel, s'il analyse cet électrocardiogramme, il peut dire « Ah, attention, je détecte un surrisque d'accident vasculaire cérébral d'origine cardio-embolique. Il serait intéressant de faire tel ou tel autre examen. » Et ça vient confirmer ou pas le surrisque. Et la sanction, c'est la mise sous anticoagulant. Et donc, on rentre dans une nouvelle ère en matière de prévention. Et on est à des années-lumière de ça actuellement. Il faut voir que le Tchad, même le Tchad basque qu'on utilise maintenant, est quand même assez mauvais. Et surtout, on ne se pose la question que s'il y a une fibrillation atriale, ce qui déjà exclut beaucoup de patients, et que si le patient a vu un médecin pour ça, et plutôt un cardiologue que je sais pas, un gastro-entérologue. Et donc, tu vois, on change complètement de paradigme. Là. Et la puissance potentielle est énorme, je pense. Et il faut voir, hein, la prévention actuellement, c'est on reçoit le courrier de la Sécu pour faire l'hémoculte et le dépistage du cancer colique. Alors que là, on a un truc complètement automatique qui n'a pas besoin que qui que ce soit se pose la moindre question. C'est vraiment très, très différent. Pierre ? Merci beaucoup, Pierre, parce qu'effectivement, on avait besoin de mieux comprendre ce projet. Je m'interroge un petit peu sur la taille de la cohorte. Bon, d'abord, il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. On part d'une cohorte de 1000 au départ et ensuite, groupe A, B, C, j'en compte 350, mais j'ai dû manquer quelque chose. Non, tu n'as rien monté. Ce sont des cohortes différentes. On constitue au départ une cohorte de 1000 patients et ensuite, on a... ces deux autres cohortes avec des sous-divisions de 350 qui viennent s'ajouter. OK. Donc, évidemment, bon, ça c'est un intérêt personnel, ce sont ceux à fraction d'éjection élevée qui m'intéressent le plus parce qu'on est dans un continent d'ignorance qu'il faudrait éclairer un petit peu. Alors, je voudrais essayer de ne pas dire de conneries, mais en ordre de grandeur, le patient considéré à risque, il a un risque d'événement, on va dire l'ordre de grandeur, de l'ordre de 5% par an. Je ne pense pas trop me tromper. Donc, la cohorte moins à risque, ça va être plus petit. Donc, vous allez avoir assez peu d'événements. Donc, 1000, tu avais dit, c'est un challenge, mais est-ce que c'est pas petit quand même? Bien sûr que c'est petit. Sont toujours des compromis, hein. Et d'autant qu'on est parti sur une hypothèse monocentrique qu'il faudra peut-être, voire probablement réviser.
Quand on voit les difficultés d'inclusion qu'on a, même quand les protocoles sont relativement simples, c'est pas du tout impossible. Mais oui, c'est petit, tout à fait. C'est pour ça qu'on veut essayer aussi de faire de la stimulation ventriculaire programmée pour essayer d'avoir un surrogate pour, tu vois, un patient inductible, c'est peut-être un patient qui est un peu plus à risque, même si c'est débattu. Mais oui, c'est vrai, et après, on est contraint. Il y a déjà 2 millions d'euros qui sont affectés à ces cohortes. On est contraint aussi par des problématiques budgétaires. Il reste que ça, c'est quelque chose à quoi on n'a pas accès, sauf à avoir un projet de cette nature. Et donc, c'est quand même un gros progrès pour notre développement là. Bon. Eh bien, merci beaucoup.